Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans l'émission Bascule. Dans ce podcast, je pars à la rencontre de personnes inspirantes et inspirées pour comprendre comment et pourquoi elles sont devenues ce qu'elles sont devenues. En gros, quels ont été leurs points de bascule, mais surtout, qu'est-ce qui s'est passé dans leur cerveau et quelles leçons pouvons-nous en tirer afin de nous construire, nous aussi, une vie pleine de sens. Quant à moi, je m'appelle Simon, je suis coach et j'aide les salariés et les dirigeants à avoir un travail au service de leur vie et non une vie au service d'un travail. Trêve de blabla, je vous laisse avec ma conversation. Bon épisode. Bien, salut Mehmet, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Salut Simon, merci pour l'invitation. Je m'appelle Mehmet, moi je suis coach spécialisé dans le déblocage des croyances limitantes et notamment celles qu'on se fabrique avec la petite voix qu'on a dans la tête. Ok. Et est-ce que tu as toujours fait ça? Alors non, j'ai pas toujours fait ça. J'ai un background plutôt dans le management. En fait, j'ai fait plus de 20 ans en tant que cadre dirigeant à accompagner des gens en fait dans leur réussite et dans leur réussite professionnelle et personnelle. Et c'est arrivé il y a 5 ans de ça, parce qu'au bout de 20 ans, j'en avais un peu marre et le salariat, je me sentais un peu à l'étroit dedans. Mhm. Et en fait, j'arrivais pas à prendre la décision et du coup, c'est la vie qui m'a envoyé un message qui a fait que j'ai été obligé de tout chambouler il y a 5 ans, donc c'était fin 2016. Et fin 2016, ce que j'ai fait, en fait, c'est une hémorragie interne des suites d'un ulcère que j'avais pas traité. Et après être revenu de la mort, je me suis fait licencier 15 jours après. Donc ça a été assez rude et violent à l'époque. Et ce qui s'est passé, c'est qu'à ce moment-là, quand tu te retrouves après 20 ans de salariat au bord de nulle part, en fait, tu te dis, bon, bah ok, je fais quoi? Et le premier truc qui est venu, c'est, en fait, je vais me concentrer sur moi, sur ce que je veux vraiment pour moi. Et c'est là que j'ai commencé à me poser des questions sur qu'est-ce que je voulais pour moi, pour la suite. C'est là aussi où je me suis rendu compte que j'avais pas du tout jamais travaillé sur moi, sur mes valeurs, mes besoins, enfin toutes ces choses-là. Donc du coup, je me suis recentré là-dessus parce que autour de moi, j'accompagnais des gens en fait, des entrepreneurs qui avaient plusieurs sociétés, etc. Ils venaient souvent me demander des conseils. Mhm. Et c'est arrivé de fil en aiguille. Et heureusement, j'ai une femme qui m'a soutenu et qui me soutient, qui me supporte depuis, qui supporte le mec que je suis aujourd'hui depuis plus de 20 ans, qui a tout de suite compris que l'accompagnement, accompagner les gens, les coacher, etc., c'était vraiment un truc important pour moi. Donc, elle m'a soutenu là-dedans. Je me suis lancé depuis 5 ans. Donc, j'ai mon entreprise, MGR Formation, qui est là depuis 5 ans. Et aujourd'hui, j'accompagne surtout des entrepreneurs introvertis, mais qui ont déjà des résultats, tu sais, qui ont déjà une structure, une Mhm. équipe. Et j'accompagne surtout, en fait, la structuration interne de l'entrepreneur et interne de son entreprise. Ok. Euh, mais donc, on va dire, tu t'es reconverti par obligation, mais est-ce que avant, enfin par obligation plutôt d'un point de vue de santé, il y a quand même une question presque de vie ou de mort dans ce que tu me Ouais, racontes. ouais. Mais est-ce que avant ça, il y avait peut-être des signes avant-coureurs que tu aurais omis? Est-ce qu'avec le recul, tu dis, ah, c'est vrai que, je sais pas, j'avais souvent mal au bras ou des choses comme ça. Ouais, carrément, carrément. Et en fait, si tu veux, l'histoire, l'extrême, c'était l'ulcère. En fait, l'ulcère, c'était un message de mon corps qui me disait, en fait, arrête de te faire mal, quoi. Et Mhm. l'ulcère, pour la petite histoire, le médecin m'a diagnostiqué ça, c'était en 2016, donc 2012 ou 2013. Mhm. Et en fait, pendant 3 ans, je m'en suis jamais occupé. Et Oui, c'est ok. un peu l'histoire de ma vie, c'est-à-dire que durant toute une vie, je me suis oublié en fait. Mhm. Et comme j'ai plutôt une base empathique, j'ai plutôt tendance à laisser passer les autres avant moi. Et Mhm. j'ai fait ça un peu toute ma vie avec ma famille, avec mes amis, avec le travail. Alors, le travail m'a bouffé énormément parce que je passais 80% de mon temps au travail. Et en Mhm. fait, c'est ça qui m'a vraiment marqué parce que je me suis dit, en fait, euh, euh, à quel moment tu penses à toi, tu fais les choses pour toi, pour ce que tu aimes, etc. Et que tu vis cette vie au lieu de survivre, en fait. Tu vois, je survivais à des situations au travail, le stress, tu pars le matin, 6 heures du matin, tu sais, quand tu es cadre dirigeant en France, tu es un peu l'esclave moderne, tu pars au matin et tu reviens le soir, tu sais pas à quelle heure tu reviens, quoi. Donc j'ai fait des métiers qui étaient très stressants de ce point de vue-là, et en fait,
ayant cette expérience justement, je dirais, de laisser passer tout le monde avant moi, bah, quand je me suis retrouvé en fait à l'hôpital aux soins intensifs, voilà, j'ai quitté mon corps apparemment une fois et une Ouais. deuxième fois quand j'étais sur le lit d'hôpital. Tu vois, j'ai pas vu la lumière au bout du tunnel, ou tu vois, je sais pas quel genre d'expérience j'ai vécu à ce moment-là. Je sais pas si c'est une mort imminente ou pas, j'en sais rien. Mais le choc, ça a été de me dire, soit tu resignes et tu sais ce qui t'attend, Mhm. soit tu fais quelque chose de complètement différent et tu te recentres finalement sur ce qui est important pour toi. Et Mhm. heureusement, c'est la deuxième option que j'ai prise. Et je me voyais mal en plus, tu vois, repartir dans le salariat et tout. Et même encore aujourd'hui, tu sais, quand je me démotive dans ce que je fais, je me dis, t'as envie de retourner dans le salariat? T'as envie d'y retourner? Mhm. Et en fait, ça, tout de suite, ça remet les pendules à l'heure et je me focalise là-dessus. Donc, je sais pas si ça répond à la question, Si, mais si. la leçon, c'est vraiment arrêter de faire passer les autres Mhm. avant soi. Et j'ai fait une vidéo sur TikTok, d'ailleurs, c'est assez marrant, sur l'enfant sacrifié, Mhm. parce que j'ai été un enfant sacrifié, entre guillemets, parce que j'ai fait beaucoup de sacrifices pour ma famille, mais avec le recul aujourd'hui, je me rends compte que c'était pas ma famille qui était mes parents, mon père, ma Mhm. mère, tout ça, tu vois, je pense qu'ils ont fait de leur mieux, tu vois, et c'est juste ma perception des choses qui m'a fait me mettre dans des situations extrêmes. Et Mhm. ça, aujourd'hui, avec le recul, je me rends compte que c'est vraiment des choses qui partaient de moi. Et c'est pour ça que quand j'ai créé MGR Formation, le slogan, c'est vraiment un slogan que je ressasse partout, c'est tout commence par toi. Parce que Mhm. quand je me suis retrouvé à l'hôpital, je me suis dit, mais attends, toi, tu continues comme ça, ou tu changes quelque chose, tu changes tout. Et Mhm. dans ce cas-là, on fait quoi? Ben, tout commence par moi, en fait. Je Mhm. commence par moi d'abord, et puis on verra pour le reste. Mhm. Donc c'est un peu parti de là, quoi. C'est hyper fort comme message. Et ce que j'ai l'impression aussi, c'est que toi, les stoïciens avaient cet adage memento mori, souviens-toi que tu vas mourir, Ouais. et tu l'as quasiment vécu. Euh, Est-ce que encore aujourd'hui, il y a, enfin, tu parlais des petites voix, mais est-ce qu'il y a cette voix qui dit pas non plus tu vas mourir ou quoi que ce soit, mais genre, c'est possible que la mort surgisse. Est-ce que tu conserves ce rapport un petit peu étroit avec la mort? Alors, je me le dis pas dans ces termes-là. Oui, bien Et sûr. ce que je me dis aujourd'hui, c'est que tout peut s'arrêter du jour au lendemain, en fait. Mhm. Et ça, c'est une vraie réalité, c'est qu'aujourd'hui, tout ce qu'on fait maintenant, ici et maintenant, euh, c'est du bonus, en fait, tu vois. Mhm. Mais cette réflexion, ouais, je l'ai assez régulièrement en me disant, si tout s'arrête demain, en fait, qu'est-ce que tu laisses derrière toi? Mhm. Et ça, c'est vrai que c'est un truc qui me travaille beaucoup parce que je me dis qu'avec tout ce que j'ai vécu et tout ce que voilà, je tente tous les jours, j'ai envie de me dire que bah, une fois que je suis, au moins que quand je repense à tout ça, je me dis c'était mieux après mon passage et pas l'inverse, tu vois. Mhm. Donc Mhm. c'est vraiment un truc ouais, en filigrane qui reste, mais à côté de ça, si tu veux, j'ai beaucoup travaillé sur ces croyances parce que quand tu te lances, tu as problème de légitimité, tu as des problèmes de est-ce que c'est le bon prix, est-ce que je vais réussir, est-ce que je vais échouer, et d'autant plus que ma femme n'avait jamais travaillé, donc c'est grosso modo, c'est le seul salaire qu'on a à la maison, c'est celui que je ramène, avec les enfants et tout ce que ça implique, puisque ma femme a jamais eu besoin de travailler justement à cause des salaires confortables que j'avais à l'époque. Mhm. Et tu te dis, mais est-ce que tu vas réussir à leur donner le même niveau de vie? Est-ce que, tu vois, c'est énormément de responsabilité, de stress au départ. Et en fait, à force de travailler, à force de me former aussi, parce qu'aujourd'hui, je suis, tu sais, j'ai passé, j'aime pas parler des diplômes, parce que tu sais, les gens font une fixette, je pense, là-dessus, ou c'est moi qui fais une fixette là-dessus, j'en sais rien. Mhm. Mais les diplômes que j'ai passés aujourd'hui, je suis, tu sais, coach certifié RNCP, coach Mhm. professionnel. Je suis également praticien et maître praticien, je suis en train de le passer, donc bientôt. Mhm. Tous ces diplômes, en fait, m'ont fait travailler énormément sur mes croyances
Et mes profs, ils m'ont appris tellement, tellement de choses là-dessus qu'aujourd'hui, en fait, après avoir reprogrammé tout ça, la seule chose que je me dis aujourd'hui tous les jours, mais vraiment que je me répète, c'est tu n'as plus le droit de te plaindre. Mhm. Et en fait, tu vois, c'est un des mantras du livre Comment se faire des amis Oui, de oui. Dale Carnegie, Mhm. où il dit arrêtez de vous plaindre, en fait. Mhm. Et je pense qu'on est dans une vie aujourd'hui où on nous a tellement appris à nous plaindre, à dire oui, à être, tu sais, toujours en fait, être dans le côté râleur, le Ouais. côté indigné, l'indignation. Et en fait, je me rends compte que tous ces formatages que j'avais, il y avait beaucoup de choses que je cultivais en entreprise. Parce qu'en entreprise, il y a vraiment cette culture de s'indigner des choses, de râler, tu vois. Et quand j'en suis sorti, putain, aujourd'hui, je me dis, mais en fait, je peux penser ce que je veux, je peux être ce que je veux et je peux faire ce que je veux. Mhm. Donc, partant de là, je me dis, tu n'as plus le droit de te plaindre parce que ce que tu vis là aujourd'hui, cette vie, elle est extraordinaire. Tu l'as construit sur mesure. Donc, à partir de là, en fait, j'arrête de me plaindre et Mhm. je fais, même quand je suis fatigué, même quand je me sens pas bien, même quand, tu vois, je continue à agir en fait. Et du coup, maintenant, je j'ai plus du tout la même programmation en moi, quoi. Mais du coup, est-ce que tu n'as pas peur de répéter un schéma où tu prends moins soin de toi, où tu t'oublies, dans le fait de ne pas se plaindre, du coup? Alors, la plainte, elle est surtout sur l'aspect business et boulot. Parce Ouais. que moi, alors, je suis, on va dire, j'ai un de mes mentors, et il m'avait beaucoup fait marrer avec cette phrase. Il m'a dit, moi, je suis 80% stoïcien et 20% épicurien. Ah oui, ouais, ok, ouais. Comme... Alors, moi, je dirais que je suis 80% épicurien et 20% stoïcien pour, pour aller à l'opposé. Parce qu'en fait, je me dis, pour moi, en fait, mon confort de vie, mon calme et ma paix intérieure, c'est très important. Alors, les dimanches, je peux passer, par exemple, dans des phases où j'ai besoin de tout lâcher prise. Ok, Je peux ouais. passer 3 jours à ne rien faire. Et quand je dis rien faire, c'est même pas prendre un bouquin ou quoi. Des fois, je passe des journées complètes devant Netflix. Ok, ouais. Alors, je sais que c'est mal, hein, je sais qu'il y en a, ils vont dire, oh, le mauvais coach, c'est pas bien et tout. Ouais. Mais en fait, en fait, j'ai une grosse culture cinématographique et j'adore regarder des films. Tu sais, le film un peu perché du coréen du Ah oui, Sud, ouais. fait un film, tu vois. Enfin bref, c'est un délire en fait. Et je pense que aujourd'hui, je m'écoute beaucoup plus justement que je le faisais avant. Et ça a vraiment changé ma vision des choses, quoi. Mhm. Bah, surtout quand on sait, enfin, parce que moi, c'est un truc que je me dis de plus en plus, c'est que, surtout avec le petit surmenage que j'ai vécu il n'y a pas longtemps, c'est qu'en fait, le repos, fait partie du boulot complet. Au sens où, de la même manière que j'ai des amis sportifs qui s'entraînent pas tous les jours parce qu'ils disent, bah non, il faut que je me repose pour que mes muscles se reproduisent, se, comment on appelle ça, se régénèrent, Régénère, ouais. ouais, pour du coup recréer du muscle, etc., etc. Et finalement, c'est la même chose un peu pour tout. Même quand tu fais un gâteau, des fois, il faut laisser reposer la pâte. Ça fait partie de la recette. Mais il faut reproduire, tu as raison, en fait. Mhm. Parce que c'est reproduire le même mouvement te permet d'arriver à l'excellence. Ouais, Et les sportifs, ils le savent très bien, c'est en reproduisant les mêmes gestes qu'on arrive à un geste excellent, à des performances excellentes. mhm. Ouais, Carrément. complètement d'accord. Et, je vais m'arrêter un petit peu sur la phase où tu cherchais un petit peu, tu savais que tu ne voulais plus, du coup, faire ce que tu faisais. Mhm. Demandais un petit peu, bah, qu'est-ce que je peux bien faire? Tu Mhm. m'as expliqué que c'était, du coup, suite à des discussions, des débats, et pour toi, c'est vraiment l'accompagnement qui est venu à toi. Quel effet ça t'a fait? Est-ce qu'il y a eu une espèce d'épiphanie en disant, bon sang, mais c'est bien sûr? Ou est-ce que, justement, c'était vraiment linéaire? Et à un moment, tu dis, bon, bah, je vais tester et je vais voir Mhm. si c'est l'accompagnement. Alors non, il y a eu l'épiphanie dont tu parles, c'est une espèce de déclic que j'ai eu avec une amie de ma femme un jour qui est venue me voir et il y a, on parle de ça, je crois que c'était en 2009 ou 2010, je me rappelle plus, putain, ça fait presque 12 ans, c'est énorme. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à l'époque, j'étais déjà, tu sais, cadre dirigeant, mais j'avais une grosse équipe. J'étais à la tête d'un magasin
dans le prêt-à-porter qui faisait 2500 mètres carrés et à l'intérieur, il y avait 35 personnes. Donc, je gérais une équipe. J'avais 2 assistantes. Enfin, c'était une équipe vraiment 35 personnes. Bon, beaucoup de boulot. Et en fait, quand tu gères autant de personnes, il y a un moment où en fait, tu es entre le management, entre le côté rigueur du soldat. Tu sais, il y a vraiment un côté militaire là-dedans aussi. Mais il y a également, si tu veux, un aspect humain, indéniablement, que tu peux pas laisser de côté. Quand tu gères de l'humain, de toute façon, c'est inévitable. Et ce qui s'est passé, c'est que cette période, en fait, j'ai appris énormément sur les outils du coaching, donc sur accompagnement du changement, gestion des conflits, connaissance des profils, donc connaissance de soi. Et j'ai fait un gros, gros travail là-dessus. Et à cette époque-là, cette fameuse amie, un soir, je vais chercher ma fille comme ça à l'école. Et elle m'interpelle, elle me dit, oui, ta femme m'a dit que voilà, tu savais faire du recrutement, du RH et tout, et je suis en train de refaire mon CV, j'aimerais bien ton avis. Et en fait, l'histoire, elle part d'une anecdote, en fait. Mhm. Elle parle de, tu sais, l'histoire, c'est vraiment, je vais en fait corriger un CV, Ouais. et de là, en fait, naît le déclic de me dire, putain, mais en fait, c'est pas refaire un CV que je suis bon, en fait. Mhm. Et quand elle vient me voir, donc enfin, on va chez elle, donc on commence à discuter. Et en fait, en filigrane, elle me dit, je veux refaire mon CV, Mhm. mais je comprends pas en fait sa démarche. Parce qu'elle me Ouais. dit, je veux refaire mon CV, mais j'ai fait que 18 ans de coiffure. Je lui dis, ok, mais t'as rien fait d'autre à côté? Elle me dit, bah non, en fait, on a été, on est mariés en fait depuis tout ce temps. Et j'ai lâché mon salon de coiffure, parce qu'elle était patronne de salon de coiffure et tout. Mhm. Et elle me dit, bah, et aujourd'hui, en fait, ce que je veux faire, c'est complètement différent. Et en fait, elle voulait passer de la coiffure de ce qu'elle a fait pendant 18 ans à décoratrice d'intérieur. Ok. Je lui dis, ok, d'accord, enfin, jusque-là, tout va bien. Mais en fait, la manière dont elle l'explique, elle est pas confortable Mhm. et elle commence à avoir des signes émotionnels, tu vois, les yeux, les joues rouges, les yeux qui Ouais. commencent à, tu vois. Et en fait, je lui dis, OK. Je la regarde comme ça, je lui dis, OK. Le CV, en fait, là, tout ce que tu me racontes, le CV, c'est un prétexte pour autre chose et il y a une incohérence dans ce que tu me dis. Et là, au moment où je lui dis ça, elle se met à pleurer. Ok, ouais. Elle me dit, mais comment t'as décelé ça? Elle me dit, oui, en fait, mon mari m'a trompé, il me trompe depuis 1 an. On est en instance de divorce. Et en fait, si je veux refaire mon CV, c'est parce que je veux retrouver un travail, mais qui me plaît Ouais. et dans lequel je vais pouvoir m'épanouir et je vais prendre mes 2 enfants et je vais quitter cette baraque parce que Mhm. c'est une baraque qui lui appartient et tout. Et là, elle me déballe toute son histoire. Ouais. Et en fait, juste du CV, on part du CV, on lui met un plan d'action en place, elle refait son CV, etc. En moins de 6 mois, elle retrouve un poste chez, à l'époque, c'était Ikea, là où on était. Elle retrouve quelqu'un dans sa vie, elle divorce, elle prend ses enfants, elle se trouve un appart et en moins de 6 mois, elle a changé de vie. Mhm. Et là, je me dis, waouh! Et elle m'envoie des messages assez régulièrement pour me dire, merci, c'est grâce à toi, merci, c'est grâce à toi. En fait, je me dis, là, il y a un truc. Et à partir de ce déclic, effectivement, tout s'enchaîne, parce que le jour où je prends cette décision en 2016 de me mettre à mon compte, c'est là où j'ai la plus grosse hésitation de ma vie, où je me dis, putain, est-ce que je le fais, je le fais pas, Mhm. je flippe, quoi. Ouais. J'ai peur. Mais malgré tout, et surtout aussi avec le soutien de ma femme quand même, parce que c'est quand même important d'avoir quelqu'un, tu vois, qui te dise, c'est bon, vas-y, tu peux le faire, Mhm. quoi. Et ça m'a beaucoup aidé. Et voilà, j'en suis là aujourd'hui, quoi. Mhm. C'est enfin, ces moments de doute, généralement, finalement, on sait enfin, d'expérience, j'ai l'impression et finalement, on connaît la réponse. Mm. C'est juste qu'on n'ose pas forcément se l'avouer. Euh, pour des personnes qui n'y connaissent vraiment rien dans le coaching, comment tu décrirais ce que tu fais aujourd'hui? Ce que je fais aujourd'hui, en fait, je reprogramme les schémas de pensée émotionnels et mentaux euh, pour amener les gens dans leur leadership et leur excellence en leadership. Et en fait, le leadership, pour moi, ça englobe beaucoup de choses. Il y a beaucoup de définitions là-dessus, mais
je pense qu'on a tous, même la personne la plus introvertie du monde, a un leadership interne qui lui permet de se transcender. Je donne souvent l'exemple de Gandhi là-dedans, Mahatma Gandhi, un ancien avocat voilà, qui s'est lancé dans une spiritualité qui lui est tombée dessus comme ça. Et le bonhomme, il faisait 1,55 m. Tu vois, il a jamais eu beaucoup de charisme physique, on va dire, mais sa pensée et ce qu'il a apporté au monde a changé le monde, quoi. Tu vois. Donc, je pense que ce leadership-là, en fait, c'est vraiment aller enlever toutes les barrières et tous les blocages qu'on peut avoir qui empêchent les personnes, et notamment les introvertis, puisque j'en fais partie, j'en ai fait partie aujourd'hui, je pense que j'ai fait beaucoup de chemin là-dessus, mais aller justement entrouvrir cette porte et de se dire que oui, on a un leadership naturel qui est en nous et qu'on doit en fait oser prendre sa place par rapport à ça. Et c'est ça que je reprogramme le plus. Tu sais, quand je parlais de structuration, je restructure d'abord l'intérieur de la personne en reprogrammant ses schémas internes pour qu'elle puisse reprogrammer justement la restructuration de son entreprise, de configurer l'entreprise selon sa personnalité. Et en fait, il y a beaucoup d'entrepreneurs aujourd'hui qui travaillent, avec lesquels j'ai travaillé aussi, qui venaient me voir et qui faisaient des choses contre-productives pour elles, en fait. C'est comme si tu te forçais, tu sais, en tant qu'introverti, à vouloir faire de la vidéo, du contenu vidéo, par exemple, créer des contenus en vidéo, alors que tu n'es pas bon du tout là-dedans. Par contre, tu es hyper bon à l'écriture, mais tu continues à te forcer à vouloir faire de la vidéo, alors que ta zone d'excellence, c'est l'écriture. Tu vois. Et donc, l'idée, c'est amener ce niveau de connaissance et de compréhension que les personnes peuvent avoir en elles, entrouvrir les portes en enlevant les blocages. Et ça, c'est vraiment ma zone de génie, quoi. Parce que j'ai fait le travail sur moi pendant toutes ces années et je connais parfaitement le chemin par lequel passent ces gens-là, quoi. Ouais, du coup, il y a l'aspect quand même de connaissance de soi, parce que ils ont un leadership en fonction de leur zone de génie également. C'est comme si je vais prendre un exemple bidon peut-être, mais tu mets un poisson hors de l'eau, il n'a pas du tout de leadership, tu le mets avec ses potes dans l'océan, et là, il est comme un poisson dans l'eau, comme on dit. Exactement. L'inverse, c'est vrai aussi. Mais du coup, j'imagine qu'après, ils doivent découvrir des choses sur eux qu'ils ne soupçonnaient pas forcément. Il y a plein de choses en fait qui sont, comment dire, enfouies en nous et la matrice de tout ça. Alors, je pourrais te parler d'épigénétique aussi, puisque en fait, on sait aujourd'hui par l'épigénétique que nos croyances influencent la shape, alors la forme de notre corps. C'est-à-dire que, comme tu le disais tout à l'heure, si un poisson, en fait, tu lui dis qu'il est nul pour monter sur un arbre, c'est sûr qu'il va le penser toute sa vie, il va se sentir nul. Et c'est un peu ça, en fait, qui permet, si tu veux, de transcender, en fait, ce qu'on a en nous. Et l'épigénétique, en fait, c'est le cœur de tes croyances, fait que quand tu crois quelque chose sur toi, qu'on t'a répété pendant des années, et là, ça touche à la parentalité, ce que tu as vécu, ton histoire, les filtres sociaux et culturels par lesquels tu es passé, ben, en fait, tout ça, pour moi, en fait, fait partie de cette étape de connaissance de soi. C'est pour ça que dans le programme dans lequel j'accompagne les personnes, Life Changer, il y a toujours ces trois étapes-là. C'est croyance limitante. On va voir en fait qu'est-ce qui bloque d'abord. Ensuite, connaissance de soi, parce qu'en fait, tu ne peux pas apprendre à te connaître si tu as toujours le filtre de tes blessures d'avant. Et ces blessures, en fait, c'est souvent des blessures d'âme ou des blocages en fait inconscients qui sont rattachés à des expériences passées. Et c'est souvent, en tout cas de mon expérience, je ne vais pas faire une généralité là-dessus, mais c'est souvent ce qui arrive, blessure de maman, blessure de papa, etc. Et donc, on travaille d'abord là-dessus. Après, on va regarder la connaissance de soi. Et de cette connaissance de soi, on va vite se rendre compte que y a des gens, par exemple, des introvertis, qui, eux, en fait, ont vraiment une hyper puissance à l'intérieur pour réfléchir à des choses. Il y a des gens, en fait, ils ont ce que j'appelle la pensée arborescente. Ils sont hyper doués là-dedans. On en connaît un tous les deux, qui s'appelle Jeremy Coleman, par exemple. C'est un trublion, tu as l'impression, tu le regardes, tu dis, putain, en fait, c'est le chaos. Ce mec, quand tu regardes, il est chaotique. Son image est chaotique. Mais en fait, c'est son mode opératoire, qui est un mode opératoire finalement global et réactif, qui fait que à l'intérieur, quand il fait les choses,
tu as l'impression que c'est le chaos, mais en fait, pour lui, c'est un chaos maîtrisé et contrôlé parce qu'il sait exactement ce qu'il fait. Et si tu veux, le temps de comprendre ça, il y a beaucoup de gens qui vont passer une vie à être blâmés parce qu'ils sont comme ça. Et, et ça, aujourd'hui, tu sais, dans la société, on blâme les gens qui ne sont pas proactifs, qui ne programment pas, qui ne sont pas en mode ingénieur. Voilà, t'as pas donné les rendez-vous et t'es pas arrivé à l'heure. Toutes ces choses-là, en fait, nous font culpabiliser en tant qu'introvertis sur finalement nos zones d'excellence. Et on se dit, c'est pas normal. En fait, si tout est normal, à partir du moment où tu comprends comment cette mécanique, elle fonctionne. Et c'est vraiment ça que j'apporte dans je dirais, dans des niveaux de précision que j'ai mis beaucoup de temps à modéliser aujourd'hui. Et tout ça, bah, je le propose dans ce programme parce que je n'ai qu'un seul programme depuis 5 ans et c'est toujours le même. Et ça, en fait, c'est ce qui donne la puissance, je pense aussi, à ce programme et aux gens qui viennent intégrer ce programme. Bah, puis comme tu le fais, et refais, et refais, et refais, ça te permet du coup d'atteindre l'excellence. Il vaut C'est mieux ça. faire, être le maître des crêpes que, que celui qui fait des crêpes, des pizzas, etc., etc., etc. C'est ça. Et j'ai une question parfois un peu saugrenue, mais que j'aime bien poser. C'est si tu te replonges dans ton enfance, du coup, est-ce qu'il y a des choses que tu fais maintenant que tu faisais déjà enfant? Euh, Est-ce que tu veux peut-être un exemple? Vas-y, ouais, un exemple. J'ai interviewé par exemple un ami, tiens, je vais prendre l'exemple de Benjamin Mercy, qui est copywriter. Et quand je lui ai posé cette question, il y a eu une espèce de ah bah oui, effectivement. Et en fait, il s'est souvenu que déjà tout petit, vers l'âge de 10 ans, il commençait déjà à écrire des histoires, des lettres, des choses comme ça. Que finalement, il a oublié cette partie-ci après tout le tumulte du quotidien, etc., pour y revenir aujourd'hui. Alors, maintenant que tu me donnes cet exemple, il y a un truc que j'adorais faire, en fait, c'est jouer des rôles. Ouais, ok. Et je me rends compte que quand on était petit, on jouait, tu sais, il y avait des personnages. Alors, moi, j'ai grandi, je suis un mec de la génération X, donc les années 80. Donc, Mhm. moi, j'ai grandi avec les Dragon Ball Z, les Ouais, Chevaliers du Zodiaque, tu vois, Ken le Survivant, Cobra, enfin, des trucs, des mangas un peu hardcore à ouais. l'époque, puisqu'à l'époque, on se rendait pas compte de la violence du truc, tu vois. C'est- Donc aujourd'hui, on est un peu plus conscient, mais il y avait ce côté un peu hardcore, tu vois, mais surtout spectacle, tu vois. Moi, j'aimais bien ce côté, en fait, jouer le rôle d'un des chevaliers du Zodiaque, faire Pégase et tout. Et en fait, c'était une forme de jeu et d'amusement pour moi. Mhm. Et aujourd'hui, je me rends compte des années après que ce que je fais en vidéo, tu sais, je fais des capsules vidéo sur TikTok où j'ai explosé sur TikTok. Alors TikTok, c'est assez incroyable pour ça. Et en fait, le fait de faire des capsules comme ça où je prends le rôle de mes clients, où tu vois, je fais des sketchs, des trucs comme ça, je retrouve beaucoup cette partie d'amusement en fait de l'enfant intérieur que j'étais à mes 10 ans quand je me faisais des univers à moi tout seul, parce que j'adorais les Lego à l'époque. Et ce côté, en fait, créer des histoires, raconter des histoires, ça, ouais, c'est un truc qui me poursuit depuis des années. Ouais. Mhm. Et ça s'amplifie avec ce que je fais avec mon métier d'aujourd'hui, parce que je suis obligé d'expliquer en fait ce que je fais. Donc, du Mhm. coup, je raconte des histoires. Mhm. C'est assez fou. Chaque fois, souvent, c'est aussi ça. Qu'est-ce que tu fais? Le lien avec l'enfant, c'est souvent je m'amuse. Hmm. Je m'amuse, je crée, il y a une espèce de reconnexion ensuite à ça. Ouais, carrément. Euh, Carrément. est-ce que t'as déjà une vision à long terme, toi? Est-ce que genre tu sais où tu seras dans 10 ans? Est-ce que tu fais cet Ouf. exercice-ci? Alors, ça, si tu veux, c'est le vision board, mais j'ai beaucoup de mal à quantifier ça. Il y a des gens, il y a mes mentors, ils sont là, oui, il faut avoir un plan, machin. Mhm. Enfin, moi, j'ai pas réussi à ça. Enfin, je suis pas bon là-dedans. Par contre, j'ai un vision board, je l'ai mis de côté d'ailleurs derrière moi, mais il y a un vision board dans lequel je me dis, je mets des photos en me disant, ça, enfin, ça, un jour, ça va arriver. Ok, ouais. Par contre, je suis incapable de mettre en fait une deadline. Alors, je sais que c'est pas bien parce que loi de Parkinson, machin et tout, Oui. mais je me dis en fait que la répétition, un peu comme un mantra,
de cette chose fera que cette chose arrive. Et je vois pas aussi loin. Et les dates que je mets en fait sur ce vision board, c'est des dates plutôt court terme. Genre, d'ici un an, j'aurais fait ça. D'ici un an, j'aurais fait ci. Et si tu veux, je pense que mon cerveau, il n'est pas câblé pour voir 10 ans en avance. Par contre, il est câblé sur des insights. C'est-à-dire que, alors ça va paraître bizarre ce que je dis là, mais je suis très connecté à mon intuition. Et en fait, j'ai souvent tendance à croire que l'intuition, c'est l'intelligence qui fait un excès de vitesse. Et donc, dans cet esprit-là, j'ai des intuitions qui me viennent assez régulièrement, et pareil aussi avec mes clients. Et depuis, on va dire, 1 an et demi, à force aussi de travailler là-dessus avec des énergéticiens, avec des gens qui sont plus connectés que moi, j'ai commencé à faire confiance à cette intuition qui s'avère de plus en plus vraie à 100% des cas, et je dis bien 100%. Je vais te donner un exemple très récent. J'ai fait un coaching il y a 15 jours de ça avec un de mes clients, et ce client, je lui ai fait faire un exercice, et durant l'exercice, je lui demande de prendre en fait des post-it. Et il me dit, bah écoute, ça tombe très bien, j'ai 3 blocs de post-it. Donc je lui dis, ok, parfait. Et donc il est en Zoom avec moi, mais il ne me montre pas les blocs de post-it. Donc quand il prend les blocs de post-it, j'ai l'intuition qui me dit, il est en train d'écrire sur un bloc de post-it jaune. Et donc au moment où il écrit, je lui dis, alors, écrit, parce qu'on faisait un exercice de PNL, etc. Donc, je vous décortique pas le protocole. C'est juste, il devait écrire un mot sur le post-it. Et je lui dis, alors, écris ton mot, mais juste par curiosité personnelle, est-ce que tu pourrais me dire la couleur du bloc de post-it que tu viens d'utiliser? Et là, il me dit, bah, j'ai pris le jaune. Je lui dis, waouh. Je dis, merci. Après, je lui dis, tu fais la même chose sur le deuxième. Et le deuxième, est pareil, il ne me montre pas les post-it. Et le deuxième bloc, l'intuition me dit, c'est un bloc vert. Et donc, je lui redis, écris le mot, et par curiosité, dis-moi quel est le bloc que tu viens d'utiliser. Et il me dit, bah, c'est un bloc vert. OK. Et pour être sûr, quand même, je me dis, tu sais, une fois, tu peux te dire, c'est de la chance, ça arrive. 2 fois, tu dis, ouais, peut-être. Et au bout de la troisième, je lui dis, pareil, écris le mot et donne-moi la couleur du bloc de post-it que tu viens de faire. Et mon intuition, elle me disait, c'est un bloc orange. Et il me dit, c'est un bloc orange. Donc au bout de 3 fois, tu commences un peu à flipper, tu te dis, ah, c'est intéressant quand même. C'est entre la peur et l'excitation, mais au final, ça devient, si tu veux, tu sais, c'est quelque chose de très doux dans ma tête. C'est quelque chose de très lumineux, de très bienfaisant. Tu vois, c'est un truc. C'est pas un super pouvoir où, tu vois, je pense pas que je vais me mettre à me dire, ouais, tu vois, je suis médium ou des trucs comme ça. Je suis juste en fait dans l'expectative de me dire qu'on est connecté à quelque chose de plus grand et que je suis peut-être pas encore suffisamment grand intellectuellement et au niveau de ma conscience pour tout comprendre. Mais le peu de ce que je capte, je trouve ça juste extraordinaire. Et je trouve ça beau quand c'est mis au service des autres. Voilà. Puis il y a l'intuition aussi, enfin l'intuition et l'expérience qui font un petit peu. Je discute souvent avec des vieux médecins, des fois, où des fois, quand ils faisaient encore les visites à domicile, et ils sentaient, ah, ça, c'est telle maladie. Alors, évidemment, ils faisaient quand même tout le diagnostic, est-ce que vous toussez, etc., le fameux DIT 33, mais il y avait toujours cette presque corporalité de l'intuition. Selon la posture, selon vous avez mal au dos, mais comment vous vous tenez, est-ce que vous vous tenez comme ça? Il y a vraiment la fois expérience et intuition. Et alors, est-ce que après c'est connecté dans tout ce qui est univers, compagnie? J'en sais strictement rien. Et est-ce que c'est vraiment important de le savoir maintenant? J'en sais strictement rien non plus. Mais je comprends, il y a des choses qu'on n'explique pas, qui fonctionnent, qui font plus de bien que de mal. Autant les continuer. Quand c'est mis au service du bien, moi, je suis complètement d'accord. Mhm. Et les médecins à l'ancienne, comme tu dis, c'est des gens, justement, ils ont
Tu sais, c'est ce que tu disais tout à l'heure par rapport au... Moi, ça me rappelle toujours la phrase de Bruce Lee, tu sais, j'ai plus peur d'un homme qui a fait 1000 fois un coup Ouais. que d'un homme qui a fait 1000 coups une fois, quoi. Et Mhm. là, c'est l'itération qui permet d'arriver à ce niveau de précision et surtout d'intuition, tu vois. Donc, je suis vraiment dans cette expectative de me dire que oui, ça, c'est quelque chose, quand c'est mis au service du bien et des bonnes choses, ça peut vraiment changer des vies, quoi. Et ça n'a pas forcément à voir, mais est-ce que tu as un avis sur l'avenir du monde du travail avec ce que tu as vécu? Hmm. Waouh. Parce que là, je crois qu'on y a une vague de démissions qui vient des États-Unis, qui arrive progressivement en France. Alors, elle est déjà là, parce que j'ai vu une statistique sur LinkedIn, c'était il y a 15 jours de ça. Ouais. Ils avaient fait le bilan à fin août. Il y a Mhm. eu 500 000 démissions Ouais. depuis la vague du Covid. Donc, sur les 2 ans, là, je crois, ou 500 000 ou 700 000 démissions. Donc, Mhm. la vague, elle est déjà là. Euh, Par contre, l'avenir, tu sais, l'avenir sur le travail, je pense que il y a beaucoup de travail. Donc, c'est parce que je réfléchis, c'est parce que j'ai lu beaucoup de choses en fait en lien avec les nouvelles technologies et surtout les emplois qui allaient disparaître. Mhm. Par exemple, il y a une statistique qui dit que 80% des emplois dans la restauration vont disparaître. Ouais. Simplement pourquoi? Parce que aujourd'hui, quand tu vas dans un McDo, regarde le process de travail de McDo. Mhm. Ils ont éliminé les caissières et les caissiers. Ouais. Ils ont éliminé en fait le cuistot parce Ouais. qu'aujourd'hui, c'est des machines qui préparent les steaks à la perfection. Ouais. Et donc, plus ça va en fait, et plus on va vers des métiers mécanisés. Quand tu vois Elon Musk qui présente son dernier robot humanoïde qui voudrait Mhm. mettre à moins de 20 000 euros dans tous les foyers, là, je pense qu'on y est en fait. C'est-à-dire Mhm. qu'il y a une transformation qui va se faire. Il y a également en fait un marché du travail dans des emplois qu'on ne connaît pas encore aujourd'hui. Mais Mhm. il y a une seule chose qui est sûre, c'est que la technologie sera partout et le code sera partout également. Donc en fait, aujourd'hui, dans les métiers du numérique, il va y avoir une explosion, à mon sens, des métiers du numérique. Donc dans tout ce qui est code et tu sais, les devs, les Ouais. développeurs en fait qui créent en fait les interfaces, mais également aussi, tu sais, dans tout l'aspect régulation et sécurité, parce que Mhm. si on parle de technologie, on parle de cybersécurité, on parle Ouais. aussi de cyberattaque, etc. Donc, je pense qu'il va y avoir de gros enjeux aussi là-dessus. Et au-delà de ça, bah, en fait, la technologie, c'est bien, mais en fait, le cœur de tout ça, c'est l'humain. Ouais. Et je pense que des métiers comme des métiers de coach, de personnes qui font thérapeute dans le bien-être, etc., ce genre de métier va continuer à perdurer beaucoup plus longtemps que la majorité des autres métiers. Mhm. Simplement parce que la valeur première, en fait, la matière première de ces métiers-là, c'est l'humain. Et en Mhm. fait, on n'est pas dans des matières premières comme dans la restauration, où c'est des matières premières, des tomates, des fruits, des légumes, etc. Là, on est vraiment sur l'humain, et l'humain, en fait, est changeant, mais par contre, ses défis restent toujours les mêmes. Mhm. Ses pensées, ses émotions, comment il les gère, suivant le contexte économique, le contexte social, sociétal. Il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte. Et ça, je pense que ces métiers-là, ils ont encore un super avenir devant eux. C'est pas pour rien qu'aujourd'hui, même s'il y a des dérives, etc., le monde du coaching, il y a des gens très bons dans leur métier et Mhm. qui font du très très bon boulot. Et dans ce milieu-là, l'offre et la demande a explosé en fait depuis des années. Et il y a vraiment un marché énorme là-dessus. Maintenant, il y a un écrémage qui est en train de se faire parce que les gens, ils en reviennent, ils ont compris les arnaques, ils ont compris aussi qui était sérieux de qui ne l'était pas. Donc Mhm. forcément, il y a une régulation qui est en train de se faire là-dessus. Mais la majeure partie, pour simplifier et résumer, je dirais, on a un avenir très technologique, mais rempli d'informations. Et Mhm. je pense, moi, je préfère vraiment garder l'espoir, parce que quand tu regardes les infos aujourd'hui, tu peux te dire, ça y est, c'est la fin du monde, Oui, Troisième bien Guerre sûr. mondiale, etc. Bah, moi, je préfère garder l'espoir en me disant, et c'est ce que je dis souvent à mes enfants, la génération qui vient,
elle va être beaucoup plus smart que nous. Elle va être Mhm. beaucoup plus intelligente que nous. Parce qu'ils ont déjà, en fait, des informations que nous, à leur âge, on n'avait pas du tout. Et je pense que leur niveau de conscience va Mhm. être bien plus élevé que le nôtre et que bah, peut-être tous les anciens, là, que ce soit les politicards ou tous les anciens politiciens, enfin toute cette ancienne génération va disparaître et qu'une nouvelle ère de penseurs, de gens plus conscients va arriver. Mhm. Et dans le bon sens. Mhm. C'est-à-dire qu'il y a vraiment quelque chose de meilleur qui va naître de tout ça. Mhm. C'est une belle note d'espoir, du coup, que tu donnes là, dans la mesure où, vu tout ce qui se passe, on est toujours assez tenté de se dire, ah bah c'est la merde, donc autant rien foutre, autant tout foutre en l'air, parce que de toute façon, c'est déjà tout est perdu, etc., etc. Mais effectivement, je vois la technologie, les IA et compagnie comme de simples outils, et ça va dépendre vraiment de l'usage qu'on en fait. Si la génération, enfin, même moi, j'ai 30 ans, mais je suis déjà une génération encore en dessous, euh, en fait un bon usage parce qu'ils sont beaucoup plus conscients de tout ce qu'ils font. Moi, avant de faire le boulot que je fais, encore avant d'être prof, je faisais de la philo pour enfants. Hmm. Et ils avaient déjà des pensées, ils ont 12 ans, 10 12 ans, et ils ont déjà, quand tu les stimules vraiment, ils ont déjà un niveau de conscience assez ouf. Il y avait un petit gamin qui a distingué l'envie et de la jalousie. On dit, Waouh, ouais, mais quand on est jaloux, c'est parce qu'on a peur de perdre quelque chose qu'on a, alors que quand on est envieux, c'est parce qu'on n'a pas quelque chose. waouh. Il a 10 ans, tu dis, Ouais, ok, franchement, le niveau de bah, conscience, quoi. Waouh. ok, bah, bravo. Voici, tu es le prochain président. Donc non, c'est toujours pareil, ça va dépendre de nous. Et du coup, comme tu disais, ça commence par soi. Exactement. Il me reste trois petites questions à te poser. Allez. Ouais. Est-ce que tu aurais un livre à conseiller à nos auditeurs? Hmm. Ou un film? Alors, Est-ce que c'est- alors, le film, franchement, là, sans hésitation, allez, courez voir le film. C'est pour ça qu'il a eu un Oscar, mais c'est pour ça qu'il a été banni aussi. Le dernier film oscarisé de Will Smith, donc La méthode Ouais, Williams, ok. qui est juste un pur chef-d'œuvre, hein, une pure merveille de, comment dire, non seulement d'interprétation dans ce qu'il a fait, dans l'histoire de Serena et de Venus Williams, qui est extraordinaire. Mhm. Au niveau du film, c'est vraiment un film extraordinaire, donc je vous le recommande. Et le deuxième film que je peux vous recommander, qui est un peu plus vieux, c'est Jerry Maguire. C'est un film avec Tom Cruise. Alors, il est plutôt ancien, je crois qu'il date des années 2000, 2008 ou 2007, je crois, un truc comme Ok, ça. ouais. Donc, vous irez voir. Il est sur Netflix. Là, c'est pareil, c'est un ancien manager sportif qui se fait virer de sa grosse boîte multinationale et qui est obligé de se reconstruire de zéro. Donc, c'est Ok, passionnant. ouais. Et, et à côté de ça, donc au niveau des livres, alors franchement, aujourd'hui, je lis beaucoup de livres. Je lis un livre par semaine. Ok. Et là, il y a un livre vraiment comment dire, qui m'a marqué. C'est un des livres de mes mentors, c'est Karma Sutra. Ah Donc, oui, c'est ouais. le livre de By Steve, qui est un de mes mentors, enfin, un de mes mentors principaux, avec lequel je continue de me former aujourd'hui. Et en fait, il a écrit un livre qui est pour moi intemporel et Mhm. qui répond mais à tellement de problématiques et à tellement d'histoires. À l'intérieur, en fait, il y a tout le cheminement intellectuel, émotionnel et spirituel que tu peux chercher à tout niveau. Et Ok. en fait, c'est tellement bien écrit sous forme d'une histoire et c'est vraiment bien écrit et bien pensé. Et les 40 ou 50 règles, je me rappelle plus le nombre, mais qui met à l'intérieur, ce sont des règles de vie en fait. C'est-à-dire, tu les prends. Si dans le livre, tu ne devais prendre que les titres des règles qu'il a mis à l'intérieur, Mhm. juste ça, ça peut être une direction de vie. Voilà. Ok. Et c'est très puissant et c'est très profond. Ok. Et à côté de ça, il y a un autre livre qui m'a beaucoup marqué aussi, c'est le livre d'Eckhart Tolle, Le pouvoir du moment présent. Mhm. Et en fait, ce livre, il m'a impacté parce que il m'a montré que si tu restes connecté au moment présent, plus aucune de tes croyances limitantes n'existe. Mhm. Et ça a vraiment été un livre pour moi game changer dans ma tête parce que tu ne peux pas regarder
comment dire, tu ne peux pas en fait vivre le présent par le filtre du passé, par les lunettes du passé. Et toutes les méthodes qu'il donne dans ce livre de comment rester connecté au moment présent, être soi, etc., ça a vraiment eu un impact énorme en moi. Alors, je pourrais t'en citer d'autres, parce que le tout premier qui m'a mis le pied à l'étrier, c'est vraiment Tony Robbins, qui est mon mentor numéro 1 dans le monde aujourd'hui. Et lui, en fait, c'est pouvoir illimité. Je pense que celui-là, c'est devenu un best-seller, un classique mondial du dev perso, entre guillemets, au sens large du terme. Mais c'est celui-là grâce auquel j'ai découvert la PNL. Donc, immense gratitude à lui et au monstre qu'il est aujourd'hui, Tony Robbins. Il est incroyable. Ok. Et est-ce qu'il y a un conseil que tu te donnerais au toi d'il y a 10 ou 20 ans? S'il y en avait un, ce serait lequel? Pareil, n'écoute que toi. Ok. Parce que tout commence par toi. Mais si tu veux que tout commence par toi, n'écoute que toi. Arrête d'écouter ce qui se dit à côté, le voisin, les comparaisons, les machins. J'ai fait ça trop longtemps pendant toute ma vie et ça m'a bouffé. N'écoute que toi. Parce qu'il y a un petit peu de pair avec un livre comme ça, ça me fait penser à un livre de Fabrice Midal, je crois, qui s'appelle Foutez-vous la paix. Ouais, c'est ça. Un petit peu c'est un bon concept aussi, ça. Et enfin, est-ce qu'il y a une citation ou un mantra qui t'accompagne chaque jour, à part peut-être celle que tu as déjà citée? Oui, ça c'est un mantra que je viens de construire il y a quelques mois et en fait ça prend tout son sens avec l'histoire de ma vie. C'est l'histoire que tu te racontes compte. Si tu changes cette histoire, tout change. Ok, c'est une belle citation. Et si tu veux, c'est à force aussi d'écouter mes clients, des feedbacks qu'ils me faisaient, etc. Et ce qui revient le plus, c'est l'histoire que tu te racontes compte. Et les gens, en fait, pensent que se dire je suis une grosse merde, c'est pas grave. Ah non, non. Fais pas ça avec toi. Ah ouais, non, c'est clair. Tu fais pas ça avec les autres, donc tu vas pas le faire avec toi. Et en fait, c'est ces histoires-là qui font que l'histoire que tu te racontes, en fait, elle compte, mais que tu veux pas y faire attention. Ça, c'est différent. Et c'est pour ça que se dire que l'histoire qu'on se raconte compte, et que si tu changes cette histoire, tout change derrière, bah, ça ouvre les portes à d'infinies solutions, en fait. Et tellement plus encore. Bah écoute, je trouve que moi j'en ai fini avec mes petites questions et merci pour ce partage-là. Où est-ce qu'on peut te retrouver? Alors moi, c'est sur Facebook où je suis le plus actif régulièrement, ma chaîne YouTube, mon Instagram où je suis devenu un peu moins actif maintenant à cause de TikTok, je regrette, mais TikTok aujourd'hui, ça a pris le pas sur Instagram. Et surtout, pour rentrer en contact avec moi, c'est surtout par le lien qu'il y a sous mes profils, donc sur TikTok, YouTube, vous pouvez me retrouver par là, quoi, en fait. Ok, je mettrai tout ça dans la description. Ça marche. Je te laisse peut-être le mot de la fin. Waouh, le mot de la fin. Le mot de la fin. Qu'est-ce qui peut me venir en mot de la fin? Pour l'anecdote, une fois, quelqu'un m'a dit courgette. Oula, il y en a un autre qui m'a dit cochon d'Inde. Alors moi, je vais rester sur kiwi. C'est bien le kiwi. Non, encore merci d'avoir accepté mon invitation. Merci à toi. À très bientôt, merci. C'est la fin de cet épisode et j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, faites-le moi savoir par un commentaire ou une note sur votre appli de podcast préféré, ça m'aide énormément. Pour en savoir plus sur l'univers de mon invité, je vous ai mis ses liens en description, il suffit de cliquer dessus. Pour découvrir mon univers, me poser une question, me suggérer un invité, le plus simple c'est de me rejoindre sur LinkedIn ou Instagram, c'est là où je suis le plus actif. Idem, je vous ai mis les liens en description. Sur ce, je vous laisse, à bientôt.